Il existe un plan d'action FFF Normandie Région. On va dire qu'est-ce que je peux faire pour vous, c'est un peu ça l'entrée en matière. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? C'est le fruit d'un travail commun que vous avez initié au début de l'année. 6 groupes de travail, 4 sur l'attractivité, la formation, la RH, 2 sur l'innovation, l'intelligence artificielle et la transition écologique. Ce que je vous propose, messieurs, peut-être, c'est de feuilleter ce plan d'action point par point, et puis de nous donner votre regard à chacun, votre regard croisé. D'abord, je vous salue très officiellement, président, et président aussi. Mais que des présidents cet après-midi, c'est la classe ici à la FHF. Alors, nos regards croisés, nous avons je mettrai ici pour pouvoir le lire, ce diaporama avec les différents chapitres. Je l'appelle de mes voeux. Voilà. Premier chapitre, et diapositive numéro 3. Le chantier numéro 1, rendre attractifs les métiers de l'hôpital et du médico-social public. Christophe, peut-être la parole pour commencer, et puis ensuite la réponse d'Hervé Morin. Alors, c'est pas une réponse ou une question, ça a été dit dans la présentation, on a travaillé ensemble, c'est-à-dire que la région et la FHF Normandie, à l'invitation d'Hervé Morin, qu'on avait rencontré à 2 reprises. D'abord une première fois en délégation, membre des instances de la FHF pour évoquer la contribution qui était la nôtre au plan régional santé. Et puis ensuite, à Caen, au siège de la région, pour un échange approfondi, un vrai dialogue qui s'est ouvert avec cette idée de qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, comme Michel Jérôme vient de l'indiquer concrètement, parce que on a besoin d'agir en commun, chacun dans ses compétences, on a besoin de mobiliser, et on a besoin de répondre à cette question essentielle. C'est le premier champ d'action qui est celui de l'attractivité. D'ailleurs, depuis ce matin, qu'est-ce qu'on fait? On évoque en filigrane toutes les bonnes raisons, toutes les bonnes solutions qui sont portées par les établissements à travers des innovations. On vient à l'instant d'entendre 3 beaux exemples de coopération. Avant, on avait des exemples de communication. Avant, on a eu des exemples en domaine de l'innovation. Et puis, dans le domaine de la transition écologique, c'est un peu tout ça qu'on embarque finalement dans cette démarche. Et c'est vrai que pendant plusieurs mois, parce que c'est facile aujourd'hui de présenter le résultat, mais il y a eu un vrai travail des équipes de la région et des équipes de la FHF. Plusieurs groupes de travail même se sont mis en œuvre. Et tant mieux, parce que si ce travail n'avait pas été fait, on serait incapable aujourd'hui de présenter cela. Je le dis par ailleurs, c'est pas commun. On a dit ce matin dans le propos liminaire qu'on avait la chance d'être dans une région qui déjà sur le volet Ségur de l'investissement avait mis la main à la poche pour faire en sorte qu'il y ait une somme assez importante, 450 millions d'euros finalement, pour accompagner des établissements médico-sociaux et sanitaires. Pas d'autres régions, à part sans doute, je crois, l'Occitanie. Il n'y a que 2 régions en France qui ont fait la même chose, et c'est important de le signaler. Et puis, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est ce qu'on vous présente là tout de suite. Et je vais donner la parole à Hervé Morin. Je le dis aussi parce que chacun connaît aussi le tempérament, et c'est positif dans ma bouche, d'Hervé Morin. C'est-à-dire, on a recherché des actions qui étaient concrètes, opérationnelles. C'est-à-dire que les constats, on les partage, on les a évoqués aussi toute la journée, et même avant, dans d'autres instances et dans d'autres moments. Il faut aller vite. Il ne faut pas perdre de temps, il faut être concret, et il faut mettre sur la table des actions qui sont tout de suite mises en œuvre. Parce qu'il faut des résultats, et c'est un peu ce qui nous a conduit aussi à faire ce travail dans d'excellentes conditions. Écoutez, on a la chance d'avoir une structure qui est capable de rassembler l'ensemble des structures hospitalières de la région, avec un président. Nous ne sommes pas dans les mêmes formations politiques, mais on pourrait participer au même gouvernement, en fait.
Ça tombe bien. Et donc, parce qu'en vérité, on se dit que si on peut faire avancer les choses, on les fait avancer. Derrière tout ça, on a essayé en effet d'être pragmatique, concret. Alors, on n'a pas inventé des choses absolument exceptionnelles, extraordinaires. D'une part, on n'a pas beaucoup d'argent, etc., etc. Bon. Mais je retire de ces 10 ans désormais à la tête de la région, c'est que si on avait une régionalisation au moins partielle des politiques de santé, ça nous aiderait, quoi. Voilà. Je pense que si on avait des établissements qui avaient un peu plus d'autonomie, ça nous aiderait aussi. Et donc, quoi, ça aiderait le système de santé. Parce qu'en vérité, c'est un système où il y a avec pyramidal, avec j'ai des directeurs d'hôpitaux qui me racontent à quel point le reporting et l'effondrement des normes sur des choses qui sont tellement évidentes qu'ils n'ont pas besoin de lire le papier pour savoir qu'ils le font déjà, quoi. Enfin, j'ai des témoignages au moment du Covid où les directeurs d'établissement évoquaient cela. Je me souviens de l'ancienne patronne du CHU qui avait expliqué qu'elle avait été obligée d'embaucher 7 collaborateurs pour lire tout ce qui tombait tous les jours, quoi. Enfin bon. Mais je ne sais pas si c'est exactement comme ça que vous l'avez vécu tous, mais en clair, je pense que avec des élus qui auraient plus de responsabilités, donc des collectivités qui auraient un peu plus de responsabilités, on pourrait assez facilement ou plus facilement trouver des solutions. Je reconnais qu'on a une DG de l'ARS qui nous a beaucoup aidé à chaque fois, très participative, collaborative. En plus de ça, avec une collectivité qui n'a aucune compétence en matière de santé. C'est-à-dire, la loi ne nous dit pas faites des choses, à part sur la formation sanitaire et sociale, pardon. Mais sorti de ce champ, on n'est absolument pas obligé de mettre un seul centime dans ce qui a été fait en matière de santé. Mais j'ai visité avec l'ancien DG de l'ARS pas mal de structures hospitalières. Franchement, il y en a quelques-unes. C'est comment dire, une honte d'avoir dans un pays développé des structures hospitalières qui soient dans cet état, quoi. Et d'ailleurs, on se demande comment, quoi. C'est ça la question, c'est pourquoi. Bon. Donc voilà, donc on s'est dit, là on a la FHF, il y a des gens qui ont envie d'avancer, on va essayer de faire des choses qui sont pragmatiques, concrètes. Je prends un dernier exemple qu'on n'a pas traité ensemble parce que ce n'est pas du domaine des hôpitaux. C'est pourquoi on n'arrive pas à traiter la question des orthophonistes. Je ne sais pas si j'imagine que vous le savez. Il faut 1 an et demi pour avoir un rendez-vous chez un orthophoniste. C'est dingue. Et on parle d'égalité des chances pour des mômes à l'entrée à l'école. Le premier sujet, c'est au moins qu'on puisse traiter les pathologies ou les difficultés qu'ils peuvent avoir avant même d'apprendre à lire et à écrire. Au-delà du fait que ça fait beaucoup d'autres métiers. Et donc j'ai réuni la semaine dernière les DG de l'ARS, etc., les patrons des universités, parce que c'est les universités qui forment les orthophonistes. Mais pourquoi c'est décidé à Paris le nombre de places qu'on doit former? Voilà, pourquoi c'est un système Parcoursup où la moitié des élèves qui sont formés en orthophonie sont d'autres régions et donc repartent notamment en région parisienne? Donc on voit bien qu'une partie de la régionalisation d'une partie de la politique de santé, je suis convaincu que ça nous permettrait de progresser plus vite. Ça ne réglerait pas le nombre de médecins, c'est bien évident, mais on aurait pu imaginer aussi d'ailleurs que dans un système régionalisé, on puisse avoir des conseils régionaux ayant une délégation de partis de crédits nationaux puissent dire là on va en former plus, on va faire des choses. On ne serait probablement pas là aujourd'hui. Bon, enfin voilà. Donc dans le cadre de cette idée qui pour moi me semble une évidence d'une régionalisation que nous porterons tous les deux dans le gouvernement de demain, on ne va pas le faire tous les jours, mais je pense que le boulot qu'on a fait est utile. Voilà, c'est pas une envolée stratégique, mais on voulait pas non plus des mots, mais on voulait des faits. C'est ça, hein? Bon, en attendant le coup de fil de Michel Barnier, je vous propose quand même de feuilleter peut-être Je suis pas candidat. les différents chapitres. Alors, le premier chapitre, on y revient, l'attractivité des métiers de l'hôpital et du médico-social, Christophe. Oui, là encore, hein, j'ai peur d'être dans la redite par rapport aux échanges qu'on a depuis ce matin, et ça a été bien dit. D'abord, il y a aussi une action qui est aussi
l'attractivité du territoire. Les deux sont mêlés, on le voit bien et on le sait bien. Ça a été dit par certains d'entre vous lors de différentes tables rondes. Pour attirer du personnel de santé, il faut aussi parler de l'environnement, dans le sens environnement non seulement de travail, mais là où se situe l'établissement, de parler aussi de ce que porte le territoire. Quand j'entends l'initiative qui a été prise dans le Cotentin sur les paradis de Cherbourg en termes de communication, quand j'entends le témoignage du responsable communication de l'agence d'attractivité, donc tout ça contribue. Il faut aussi sans doute mieux faire connaître les métiers dans le domaine de la santé, les besoins. Donc il y a tout ça derrière cette idée d'attractivité. On a évoqué le travail qui avait été celui de la FHF Normandie sur ce qu'on a appelé le Magnet Hospital, c'est-à-dire tout ce qui attire quelque part, tout ce qui croche, tout ce qui permet, en quelque sorte, de parler un peu différemment aussi de l'hôpital. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on rejoint finalement une ambition que porte la région, une double ambition, c'est comme territoire d'être attractif, et en même temps, comme porteur sur la compétence et des formations, de rendre les métiers de la santé attractifs. Et le rôle de la FHF, lui, c'est en effet de développer un hôpital normand, une sorte de marque un peu particulière, qui dit, et c'est ce qu'on a fait aussi ce midi lorsqu'on a signé quand même 115 établissements, cette charte sur la transition écologique, qui signale l'engagement de ces établissements dans un domaine qui compte, pas simplement pour faire en sorte que ces établissements soient plus performants, plus économes en termes d'énergie ou de traitement des déchets, et là aussi on a eu des beaux exemples qui ont été amenés, mais parce que ça donne du sens aussi. Quand on souhaite rejoindre un établissement, c'est vrai dans le domaine économique, c'est vrai dans les différentes fonctions publiques, qu'est-ce qu'on observe au regard de la réalité aujourd'hui des générations? C'est que la question du sens, la question de qu'est-ce que je fais si je rejoins tel ou tel établissement, est-ce que je suis utile? Est-ce que ce travail que je fais prend du sens parce que justement l'établissement que je rejoins est engagé dans la transition écologique et la lutte contre le changement climatique? Tout ça compte et c'est un peu tout ça qu'on ramasse aussi autour de la notion d'attractivité. L'attractivité, Hervé Morin, depuis que vous êtes président, c'est un mot qui revient depuis le premier jour, quasiment d'ailleurs, dans votre approche de la Grande Normandie, de la Normandie. C'est un vrai sujet pour tout le monde. Alors après, il y a l'attractivité de chaque métier, hein, c'est deux sujets différents, mais poser la question aux entreprises en Normandie, à part quelques secteurs type Deauville, Honfleur, etc., c'est très difficile de faire venir un cadre, un ingénieur, etc. Et vous allez rigoler en me disant que je suis absolument simpliste, mais le sujet principal, moi je le fais à chaque fois que je visite un labo de recherche dans une des universités où il y a forcément des chercheurs qui viennent de toute la France ou de toute l'Europe. Je leur dis, mais quand ils sont bordelais, lyonnais ou je ne sais quoi, je leur dis, mais vous êtes... ça ne vous a pas posé de problème de venir en Normandie? Il me dit, si, au début, parce que je me disais qu'il allait tout le temps pleuvoir. Et je pense que ça, c'est un truc extrêmement compliqué, parce qu'on est associé à une météo qui est totalement fausse, en plus. Il a tellement fait beau cette année. Bon, donc on a cette question d'attractivité. C'est d'autant plus compliqué chez nous, mais que nous n'avons pas réellement de vraie métropole, au sens économique du terme. La métropole de Rouen n'est pas, en termes d'indicateurs économiques et sociaux, une métropole. Donc c'est plus difficile qu'ailleurs. Bon, ça c'est déjà le premier sujet. Alors donc, faut le travailler tous les jours, toutes les nuits, mener un événementiel qui soit pas un événementiel de com, un événementiel profond qui permet de faire changer cette image, l'attachement à la région, la fierté d'être normand, etc. Bon, c'est long, mais il faut qu'on devienne breton, quoi. Enfin, voilà, hein, c'est aussi simple que ça. Ou alsacien. Donc ça, c'est un sujet clé. Et après, il y a l'attractivité de ces métiers. Alors, il y a un élément sur lequel personne ne peut jouer, qui est quoi, ni toi ni moi, c'est la rémunération. Bon, je vous dis ça parce que je reviens de Copenhague, où j'ai passé 2 jours pour préparer le millénaire de Guillaume et embarquer les grands musées danois au millénaire de Guillaume. Sais-tu combien gagne un prof si on est allé dans une université au Danemark? 5 000 balles.
Bon, alors ils ont un pouvoir d'achat qui est 35% supérieur au nôtre. Hein. Bon, je veux dire, on a tout de même cette question-là, qui est la question des salaires et des rémunérations pour toute une série de métiers, dont malheureusement les métiers du champ médico-social. Du champ médical d'ailleurs, parce qu'il il faut être courageux pour rester médecin dans le public quand on voit combien on gagne quand on est dans le privé, quoi. Hein. Il y a ce sujet. Il y a deux, ce qu'on a décidé à travers ce qu'a évoqué Christophe, à travers des stages qui soient bâtis, modélisés pour que, en clair, il y a une vraie appétence et que les jeunes aient le sentiment d'être bien accueillis comme il faut, de pouvoir découvrir l'hôpital, donc avec une espèce de charte qui serait partagée par tous les hôpitaux de Normandie. Et puis après, il y a une chose qu'on est en train de faire, je le rappelle, qui n'est pas non plus une compétence régionale, c'est qu'on est en train de refaire tous les IFSI, tous les IFAS. On a fait celui de Alençon, on a fait celui de Fécamp, sont en construction ceux d'Évreux et de Cherbourg, et puis il restera celui de Dizieux, à ma connaissance. Bon, parce que celui de Cherbourg, je ne sais pas s'il y a des gens de Cherbourg ici, en général, ils ont du mal à venir à Rouen, ça leur semble loin. Il y en a, bon. Oui. Et enfin, quand je vois les élus régionaux, ils ont toujours un peu de mal quand c'est là déjà le premier élément, parce que si vous avez des établissements qui sont dans un état aussi lamentable que par exemple l'IFSI, l'IFAS de Cherbourg, c'est pas un bon message que vous donnez à des jeunes de leur dire que c'est un métier important. Donc on essaie de faire tout ce qu'on peut, au-delà du fait qu'on a quand même augmenté de plus de 1000 places en 5 ans le nombre d'infirmières, d'aides-soignants, d'éducateurs spécialisés. Hein. Il y a eu plus de 1000 places ouvertes. Hein. Voilà. Je vous propose de continuer à le feuilleter, de passer au point numéro 2, parce qu'on a 6 points au total, donc on va avancer un peu. Adapter l'offre de formation aux besoins des usagers des hôpitaux et structures médico-sociales. Adapter l'offre de formation. Je crois que ce qui est facile dans les questions de Michel, c'est que les réponses vont de soi. Enfin, vous avez c'est le côté pragmatique qu'on a souhaité, c'est que vous avez dans chacun des chantiers ou des axes la réponse clairement. C'est-à-dire que oui, je pense qu'il faut adapter aux besoins. Pourquoi ? Parce que c'est inutile en effet que de former pour de besoins qui n'existent pas. C'est vrai dans d'autres métiers, c'est vrai dans d'autres domaines, mais c'est encore plus fort ici. Et c'est la raison pour laquelle aussi, c'est ça qui est important, de bien comprendre aussi la nature de ces besoins. Et ce qui est important dans ce chantier, dans cet axe, c'est la notion d'usager aussi. C'est-à-dire de prendre appui sur les usagers du système de santé, les usagers des hôpitaux. Je rappelle, on ne l'a pas beaucoup dit aujourd'hui d'ailleurs, et je regrette, c'est que la FHF, elle regroupe à la fois les directeurs d'établissement, les PCME, les membres des conseils de surveillance, notamment les élus, mais il y a aussi les usagers. Et c'est important, parce que c'est une dimension, ils sont représentés, ne serait-ce qu'à la FHF, et pas simplement. Je crois que c'est important aussi d'avoir cet élément de compréhension. C'est vrai pour le médico-social et pour le sanitaire. Donc, on ne produit pas, bien évidemment, si on loupe sa cible, et on loupe sa cible quand on n'est pas en résonance avec les vrais besoins qui émergent au niveau des établissements, avec l'ensemble de celles et ceux. On a parlé, par exemple, de la qualité des soins. Il y a un certain nombre de labellisations qui sont en cours pour les sanitaires, le HAS, ou au niveau du médico-social avec le label Humanitude. Tout ça, ce sont des éléments de compréhension qui adaptent aussi les formations pour atteindre l'objectif. Par exemple, on va ouvrir une formation de techniciens biomédicaux. Biomédicaux, je sais pas. Bon, voilà. Ça fait partie des choses dont on a perçu qu'il en manquait. Et donc, c'est un travail qu'on mène avec l'Université de Rouen, puisqu'il existe déjà une formation de ce genre qu'il faut adapter, je crois, à Évreux, hein, c'est ça. Bon, voilà. Merci pour cet exemple. Chantier numéro 3. Mobiliser les publics très éloignés de l'emploi pour les amener vers des formations au métier de la fonction publique hospitalière. Alors ça c'est la formation, c'est vrai que c'est quand même voilà quoi. Dans tous les secteurs d'activité, quand on pense formation, quand on manque de personnel, on pense à la région Normandie en général. Oui, enfin maintenant il y a dans le cadre du jacobinisme depuis 2017, l'État a
redéveloppé toute une série de formations donc avec France Travail. Mais sur les demandeurs d'emploi, ça reste quand même pour l'essentiel encore la région. Ce qui est sûr, c'est que ce qui était constaté, c'est que pour des personnes éloignées de l'emploi, l'idée d'aller vers des métiers comme cela est un parcours qui n'était pas évident, quoi. C'était ça le constat. Et donc on a commencé, j'avais dans la note que j'ai lue avant de venir, on a commencé, semble-t-il, à faire des formations qui s'inspirent de cette idée à travers un dispositif qui s'appelle Un emploi, une formation, qui permet d'accompagner à titre individuel sur de petits effectifs des personnes très éloignées de l'emploi. Si on y arrive, c'est bien. Mais j'en profite pour dire que, de façon très générale, la question de trouver les collaboratrices et collaborateurs de demain est une question qui est beaucoup plus lourde que celle de simplement faire venir au travail des gens qui en sont éloignés ou qui sont encore au chômage. Parce que compte tenu de la démographie que nous avons, quoi qu'il arrive, il va y avoir un sujet qui va être... alors l'attractivité devient clé. Plus vous avez d'enseignement supérieur sur votre territoire, plus vous avez de chances d'avoir des collaborateurs qui viennent demain dans vos entreprises ou dans vos structures. Mais avec une démographie aussi déclinante que la nôtre, puisque ça y est, là on plonge complètement comme les autres pays européens, il est évident que ça ne suffira pas. Et donc je ne vais pas me lancer dans l'interrogation plus générale de comment, à qui on fait appel pour faire en sorte que la France continue à tourner. Le point suivant, à moins que Christophe... Juste pour ajouter, c'est aussi important sur les personnes les plus éloignées de l'emploi. Il y a des facteurs qui peuvent être certes liés à des notions de qualification ou de représentation de tel ou tel métier. Il y a aussi des facteurs qui sont liés parfois à la mobilité, parfois au logement. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, qui sont traités dans d'autres domaines et qui peuvent être appréhendés sur la question clairement, en effet, de type d'établissement. Il y a des personnes aujourd'hui qui disent refuser une offre d'emploi à cause tout simplement, en effet, de la distance ou de l'absence, par exemple, de transport en commun, ou alors du fait de ne pas avoir une capacité, une offre de logement satisfaisante à proximité. Donc tout se joue, et c'est ça qu'il faut aussi appréhender, au-delà, bien évidemment, de la représentation. C'est vrai, et je crois que ça a été dit ce matin, que si l'image qui est véhiculée souvent, sans complètement la travestir par ailleurs, que c'est difficile, qu'on a beaucoup parlé dans les établissements médico-sociaux de certaines représentations qui ont pu être véhiculées par rapport à des EHPAD privés, etc. Tout ça ne contribue pas. Donc il y a aussi un moyen de représentation, de présenter un peu différemment non seulement les métiers, ce qui se passe dans les établissements. Et c'est vrai que les personnes, quand on les dit éloignées de l'emploi, elles peuvent être éloignées de tout type d'emploi. Elles peuvent être éloignées de celui en particulier parce qu'il y a ce problème de représentation, malgré tout. Merci. L'intelligence artificielle au service de la santé, vaste chantier numéro 4, chantier d'avenir, Hervé Morin. Je pense que tout le monde, j'imagine qu'il n'y a pas un établissement en Normandie qui ne commence pas à aborder cette question. Et l'idée, c'est de voir comment on peut accompagner dans le cadre de l'ensemble des organisations que la région a mises en place autour du numérique, du digital, puisqu'on a, je ne sais plus comment ça s'appelle la structure, hein ? Data Lab, voilà. Donc, dans le cadre du Data Lab, on regroupe toutes celles et tous ceux qui participent à cette réflexion autour des questions du numérique, que ce soit, bien entendu, l'accès à la donnée et aussi, bien sûr, la question de l'intelligence artificielle. Et donc, l'idée, c'est de soutenir des projets d'intelligence artificielle et d'intelligence artificielle générative, puisque désormais, c'est plutôt ça dont on parle. On l'a dit là aussi, et je rejoins ce que dit Hervé Morin, c'est que d'abord, il est déjà là, hein, télémédecine, téléexpertise, télésanté, l'IA générative, ne serait-ce que sur les questions d'imagerie. Donc, on est déjà là, mais ça va très vite, très très vite même. Et il y a intérêt aussi à capter des startups ou d'autres qui sont déjà présents, qui souhaitent être présents ou qui cherchent à être présents quelque part et s'additionner, enfin d'être dans la vague en quelque sorte de la région là-dessus pour faire ce travail, ça paraît essentiel aussi. Parce qu'il y a aussi des établissements qui peuvent s'associer à des startups
qui cherchent aussi des terrains de jeu, en quelque sorte, en tout cas, des moyens de développer aussi des outils. Ils ont en la matière des outils digitaux et numériques. Et puis ce qu'il faudra, je crois, mais enfin j'imagine que vous le faites, c'est vraiment avoir un benchmark des expériences qui sont menées dans l'établissement, parce qu'on commence à mettre en place des éléments d'IA générative à la région. J'ai passé une séance de travail avec 3 ou 4 chercheurs qui sont dans nos établissements en Normandie. Et il y en a un qui a bossé, je crois que c'est chez Safran, pour le développement de l'IA générative, donc a priori dans une boîte dans laquelle il y a des ingénieurs, où on pense à l'avenir, le futur, les techniques, etc., où on n'a pas peur en général de tout cela. Et ça a été un échec absolument total, parce qu'il y a quand même une question humaine qui est extrêmement compliquée à saisir, hein, parce que l'IA générative, ça peut être formidable, mais c'est aussi vécu comme une immense source d'inquiétude. Donc il y a probablement du benchmark à faire sur les expériences qui seront menées dans les hôpitaux. En tout cas, il y a déjà des choses qui se font. Je sais que la NFH est ici. Il y a de la formation hospitalière. Et le 19 novembre à Deauville, j'aurai le plaisir d'accompagner une journée de réflexion sur l'intelligence artificielle à l'hôpital et réfléchir à quels sont les besoins en formation. Essayer de réfléchir à ce qu'il faut proposer à nos hospitaliers normands. Et pas que au bloc opératoire ou pour lire des radios, hein, aussi dans tous les autres services de l'hôpital, y compris administratifs. Donc c'est le 19 novembre, inscrivez-vous vite, je crois qu'il y a 400 inscrits déjà, donc gros succès, et ça se passe à Deauville, ville plutôt attractive s'il en est président, nous sommes d'accord. Donc voilà. Centrale en plus surtout. Si vous venez nous rendre visite, il est le bienvenu. Vous êtes le bienvenu, si vous voulez, le 19 novembre à Deauville. Donc voilà, l'intelligence artificielle. Je vous donne les noms des chercheurs des 2 universités qui bossent là-dessus. Il y a des gens extrêmement intelligents, quoi. Ils sont tous très intelligents dans les universités, bien sûr, mais qui ont vraiment une vraie réflexion sur le sujet et aussi d'expérience. Eh ben avec plaisir. On passe au chantier numéro 5, attirer des étudiants et professionnels de santé pour exercer dans les hôpitaux, les établissements médico-sociaux normands. C'est toujours difficile d'attirer les étudiants, les professionnels, surtout quand on n'a pas tous les établissements qui correspondent à notre demande aussi. À qui le tour ? Là aussi, alors c'est pas nouveau, cette idée d'attirer les étudiants ici. Ça participe aussi, alors il y a des enjeux parfois de facilité de logement, des enjeux pratiques, des enjeux aussi de trouver des pairs pour pouvoir progresser dans leur chemin. Une façon de présenter, on a évoqué dans la journée des exemples qui étaient donnés, parfois pour des collectivités, pour attirer des jeunes, de faire des week-ends de découverte, de faire un package où on vient Cherbourg, un territoire, Cotentin, dans les établissements et autres. Tout ça est indispensable aujourd'hui. En fait, on voit bien, tout le monde est en train d'évoluer, ne serait-ce que sur la notion de marque territoriale. Tout le monde a des atouts à faire valoir. Simplement, il faut pas simplement, c'est pas une plaquette, c'est pas un site internet, c'est plus que ça. Il faut vraiment avoir une démarche presque de VRP pour vendre le territoire, mais il faut que toutes les planètes soient alignées d'une part et que tout le monde y contribue d'une certaine façon. Mais j'insiste moi sur l'aspect finalement pratico-pratique, c'est-à-dire de rendre la vie facile, la vie agréable, ça on y pense tout de suite, mais la vie facile, la vie pratique. Et là, il faut combiner l'ensemble des offres présentes à l'échelle d'un territoire. Et je pense que c'est ça sur lequel il faut insister, en lien bien évidemment avec les universités. On voit bien quelque part que, c'est ce que disait Hervé en préambule, on se bat aussi contre un certain nombre de représentations. On se bat aussi, on n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'on n'est pas une région isolée du reste du monde. C'est un champ concurrentiel. Les territoires sont en concurrence les uns aux autres, pas simplement les universités, pas simplement les établissements sanitaires, mais les territoires eux-mêmes. Et donc, il faut essayer de faire en sorte que quand un territoire cherche à faire vivre sa marque territoriale, elle soit en correspondance avec un établissement de santé qui, lui aussi, fait ce travail. Et c'est ça qu'il s'agit de combiner et d'organiser. On a un exercice en cours. Alors, le directeur régional d'EDF me disait hier que ça commençait à donner, peut-être qu'il y a quelqu'un de Dieppe ici, en disant qu'on commençait à attirer, parce que pour le Panly, pour le PR, il faut augmenter
potentiel médical de l'espace de Dieppe, et il me disait que ça commençait à porter ses fruits, toutes les opérations, de visite, d'accueil, etc. Je ne sais pas si vous avez le même écho. Oui, voilà, en disant, on est en train de récupérer des médecins parce qu'on fait un énorme effort de promotion du territoire, avec des visites, des week-ends. Je crois que dans le Cotentin, ils organisent des week-ends. Oui, nous en parlions tout à l'heure. Ah, bon, alors, Non, mais je vous en prie. Eh bien, c'est tout. Et puis, juste un petit mot, il y a quelques années, avec une députée de l'Eure, j'avais accompagné une rencontre avec des étudiants en médecine, des représentants nationaux. Et quand on discute avec eux, alors il y en avait quelques-uns qui voulaient absolument travailler dans une ville du sud de la France, bon évidemment, mais les autres, on s'aperçoit qu'ils ont envie de quoi? De retourner sur le territoire de leurs parents, là où ils ont grandi en fait. Et c'est pas forcément une grande ville. Donc l'idée peut-être, c'est d'amener nos étudiants normands à choisir médecine, à faire médecine ici, et puis finalement ils s'installeront sur le territoire qui est le leur, plutôt que d'essayer de faire venir du monde. Je sais pas, c'est une piste qu'on avait dégagée ce jour-là avec cette députée du député de l'Eure, du secteur de l'Eure. Sur les généralistes, franchement, alors je ne sais pas par quel miracle, parce que le stock reste le même, mais à chaque fois qu'une maison de santé s'installe, ça a quand même des conséquences en général assez positive en termes d'accueil de nouveaux médecins. Je trouve que j'étais à Argentan avant-hier où ils étaient en grande difficulté en matière de généralistes, et le maire d'Argentan me disait qu'il commençait à avoir des médecins qui arrivaient. Moi, j'ai fait 4 maisons de santé dans ma petite communauté de communes à l'ouest de l'Eure. C'est pas forcément très facile. On a récupéré une gynéco à temps plein, une ophtalmo, et 4 généralistes. Donc, et à chaque fois, parce qu'il y a ces structures qui facilitent quand même la vie des médecins. Donc, si on s'en donne la peine, on arrive à faire venir du monde. Et je pense que ce qui est valable pour des généralistes l'est aussi pour des structures hospitalières. Si en effet, comme le dit Christophe, tout le monde s'y met en même temps, et avec l'idée de bâtir une offre collective. La force de ces structures, c'est de ne pas être isolé finalement, et c'est peut-être ça, c'est là-dessus qu'il faut travailler évidemment pour faire venir aussi les étudiants, pas se retrouver tout seul, soit à l'hôpital, soit en ville ou dans un village. On va peut-être passer au point suivant. On doit arriver au terme maintenant de notre chantier. Chantier numéro 6, l'hôpital public, un acteur majeur de la transition écologique des territoires. C'est un sujet qu'on a abordé également dans le courant de la journée. On va pas être plus long, si ce n'est quand même je fais le lien entre le 5 et le 6 malgré tout. Il faut aussi qu'on commence, nous, à s'habituer et à réviser notre jugement sur le fait qu'on est un territoire qui serait d'entrée de jeu moins attractif, notamment au sud de la France, pour reprendre l'exemple que vient de donner Michel Jérôme. Le changement climatique, il va avoir des effets, et il a déjà des effets en termes de canicule à répétition. Il y a des territoires qui vont être plus ou moins vivables, supportables. Et je pense que la région, et je parle sous le contrôle d'Hervé, a un atout impressionnant. Parce que, de fait, aujourd'hui, on avait les dernières, quand on a fait notre congrès à Caen, avec cette thématique principale qui était celle de la transition écologique, la démonstration qui a été faite par un universitaire qui pilote au nom de la région la COP régionale, en tout cas qui intervient fortement là-dessus, Stéphane Costa. Il avait cette carte, je ne sais pas si elle est restée à l'esprit de celles et ceux qui parmi vous étaient là l'année dernière, mais qui montrait au niveau température, au niveau de forme d'épidémie, en tout cas la présence du tigre, du moustique, etc., etc. C'était assez frappant parce que ça dessinait quand même le fait que dans quelques années, je dis bien quelques années, parce que souvent quand on évoque les questions de changement climatique, etc., on a l'impression que l'horizon est très loin. L'horizon, il est là, quasiment. Vous savez, quand on dit 2030, c'est dans 4 ans. Enfin, je veux dire, dans 6 ans, je veux dire, on est dans des espaces-temps qui sont très courts. Eh bien, vivre en région Normandie, y fonder une famille, s'y installer, c'est quand même mieux demain que dans des régions avec des températures l'été à 50 degrés. Je pense qu'il faut qu'on révise aussi, et nous-mêmes, dans nos éléments de langage, dans notre façon de... Parce que quand on parle de l'appui, etc.,
Je pense qu'il faut qu'on le prenne avec nous comme étant un élément fort et frappant. Il faut qu'on ait un temps d'avance là-dessus. Et par ailleurs, et je dirais qu'un mot sur la question des établissements engagés, on l'a évoqué au moment de la signature de la charte, dans la transition écologique, c'est à la fois bon pour l'environnement et bon pour l'économie aussi de ces établissements. C'est assez frappant de constater, bien évidemment, que quand on s'engage dans cette démarche, ben c'est aussi bon pour des établissements qui, par ailleurs, on le sait, on l'a dit à maintes reprises aujourd'hui, connaissent des déficits importants, parce qu'il y a des bâtiments, tu parlais de l'État tout à l'heure, de l'IFAS, etc. Il y a des bâtiments aujourd'hui, c'est des gouffres, enfin, se dire, c'est des passoires énergétiques ou autres. Donc, c'est gagnant-gagnant, bon pour l'environnement, mais bon aussi en termes d'économie pour les établissements qui aujourd'hui sont en difficulté financière. Il a tout dit. Merci, messieurs. À vous à présent, peut-être collégialement, de conclure cette journée, Christophe. C'est toujours le pire, ça, de faire des conclusions, donc je vais la limiter à simplement dire que je ne regrette à aucun moment d'avoir engagé la région sur un champ où elle n'est pas naturelle. Voilà, je pense que quand on parle d'attractivité, d'abord quand on parle de santé, quand on parle d'attractivité, quand on parle d'envie de vivre pour une famille, il faut d'abord qu'on soit capable d'avoir des structures de santé qui marchent, avec des médecins, avec des capacités d'avoir des consultations. Et donc voilà, donc quand le jour où s'arrêtera ce mandat, je serai plutôt très fier de tout ce qu'on a pu faire. J'ai juste en souvenir quand on a relancé la première réunion sur la question des 2 facs de dentaire, où tous ceux qui étaient autour de la table m'ont dit mais vous n'y arriverez jamais, ça ne se fera jamais, c'est pas possible. Ben, je suis content aujourd'hui de savoir qu'il y a des dentistes enfin formés en Normandie, donc de là, ça m'a motivé pour le reste. Et je pense que si on se bat, on doit pouvoir améliorer les choses. Alors, il y a des fondamentaux sur lesquels on n'a pas la main, mais je pense que sur plein de choses, si on est ensemble, on est capable de progresser. Je souhaite simplement que la charte ait autant de succès, de reconnaissance que la tapisserie de Bayeux, par exemple. Enfin, en tout cas, il faut qu'on s'engage là-dessus. Merci.